Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes tombés dans la dette. C'est le piège de la dette dans lequel se trouvent de nombreux pays africains. Ensuite, le Fonds monétaire international, FMI, a commencé à dicter les politiques de ces pays, exigeant qu'ils adhèrent au programme d'ajustement structurel. Au moment où nous avons commencé à récupérer des terres en 1998, nous étions déjà sous le contrôle des institutions de Bretton Woods. Le moment où nous avons tenté de revendiquer notre indépendance en récupérant nos terres, ou pour le dire autrement, en reprenant nos terres qui ont été volées pendant l'époque coloniale et la doctrine de la découverte, nous avons été punis par les institutions de Bretton Woods. Ils ont cessé de nous fournir un soutien aux paiements extérieurs et ont arrêté de nous accorder des prêts pour développer notre infrastructure et reconstruire après la guerre. Cette situation a coïncidé avec les événements de 2001, lorsque les États-Unis ont imposé leurs premières sanctions par le biais du Congrès. Les États-Unis ont décidé de punir le Zimbabwe pour deux raisons. Premièrement, pour son implication au Congo, et deuxièmement, pour la récupération de ses terres. Bonjour à tous, je m'appelle Pascal et je travaille pour les études sur la neutralité. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Rutendo Matinyarare, un leader du mouvement anti-sanctions du Zimbabwe. Il est un activiste politique engagé qui se concentre sur la politique étrangère du Zimbabwe. De plus, il aborde souvent les relations internationales du continent africain. J'attendais avec impatience cette conversation depuis longtemps, donc merci Rutendo de prendre le temps de discuter avec nous. Rutendo, pourriez-vous commencer par nous parler de votre travail contre les sanctions des États-Unis et, je crois, de l'Union européenne à l'encontre du Zimbabwe et de son peuple? Merci beaucoup, Pascal. Depuis que j'ai quitté l'école, notre pays est soumis à des sanctions économiques. Ces sanctions proviennent des États-Unis, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Australie et du Canada. Nous appelons souvent ces pays le cabale de la conférence de Berlin. Ce sont les mêmes nations qui ont organisé la conférence de Berlin pour diviser l'Afrique en États plus petits. Il est important de se rappeler que cela s'est produit après la doctrine de la découverte en 1454. À cette époque, les Européens ont décidé de quitter l'Europe à la recherche de terres à conquérir. Cela était dû à la surpopulation et à l'épuisement des ressources en Europe. Ils ont décidé de conquérir le reste du monde. Pendant environ 600 ans, l'Afrique a été opprimée par le cabale de la conférence de Berlin. Ce groupe a également imposé des sanctions au Zimbabwe parce que le Zimbabwe avait pris ses terres. Depuis que j'ai quitté l'école, nous pensions que cela était normal. Nous croyions que le Zimbabwe était puni pour une raison légitime. Cette croyance a changé lorsque j'ai commencé à lire la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies a été créée par les Américains et leurs homologues européens après la Seconde Guerre mondiale. Elle visait à apporter la paix dans le monde. Ils croyaient que nous avions besoin du multilatéralisme, pas de l'unilatéralisme, pour maintenir la paix à l'avenir. Dans la charte, j'ai trouvé quelque chose de surprenant. Il était censé promouvoir l'équité, l'égalité, la justice et la justice. Il déclarait qu'aucune nation n'a le droit ou le pouvoir de s'immiscer dans les affaires souveraines internationales. Il mentionnait également que tout différend entre les nations devrait être résolu par le biais des mécanismes de règlement des différends des Nations Unies, y compris l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. J'ai également appris que si des violations des droits de l'homme se produisent, les Nations Unies disposent d'une institution ayant le pouvoir d'enquêter sur ces questions. Cette institution peut créer des résolutions et faire des recommandations à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Ces organes peuvent ensuite prendre des mesures ou des mesures correctives contre toute nation violant le droit international ou les droits de l'homme. Après avoir appris cela, j'ai réalisé que les sanctions imposées au Zimbabwe par les États-Unis, l'Europe, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie étaient illégales. J'ai compris que personne n'avait jamais été traduit en justice. Le Zimbabwe ou ses responsables ont été accusés de violation des droits de l'homme, mais aucune action en justice n'a été engagée. Ils n'avaient jamais été jugés devant un tribunal spécifique. Ils n'avaient pas été déclarés coupables. Ils n'avaient pas eu la possibilité de se défendre. Ainsi,
Il était injuste pour eux et pour le peuple du Zimbabwe d'être collectivement punis par des sanctions sans procès. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais me lever et lutter contre cette injustice. Je l'ai vu comme une autre utilisation de la boîte à outils coloniale imposée à un pays africain simplement parce qu'il avait choisi de s'autodéterminer. Quand j'ai commencé à lire les lois, j'ai découvert des lois adoptées par les Nations Unies contre les sanctions. J'ai trouvé une loi de 1989, ou résolution 44 215. Elle stipulait que les Nations Unies avaient décidé que les anciens colonisateurs ne pouvaient pas utiliser de pression économique contre les anciennes colonies. Ils ne pouvaient pas contraindre ces colonies à adopter des lois qui conviennent aux colonisateurs, car cela serait du néocolonialisme. C'est là que commence ma lutte. J'ai commencé par examiner la Charte des Nations Unies et les résolutions adoptées par l'ONU. Elles étaient contre l'utilisation de pression économique par les pays occidentaux. Ils forçaient les pays du tiers-monde ou les anciennes colonies à suivre leurs règles pour maintenir le néocolonialisme. I mean, it's quite obvious that this is a tool of power. Il est assez clair que ceci est un outil de politique de pouvoir. Cuba est soumise à des sanctions depuis plus de 60 ans. Chaque année, presque tous les pays du monde votent en faveur de la levée de ces sanctions. Cependant, les États-Unis, Israël et quelques autres votent contre et ne lèvent aucune des sanctions. Il s'agit de sanctions unilatérales, non mandatées par l'ONU. Dans le cas du Zimbabwe, les sanctions étaient initialement liées au gouvernement de Ian Smith, responsable de l'oppression en Afrique. Cependant, l'attention s'est portée sur les sanctions contre Robert Mugabe et son régime. Même aujourd'hui, les États-Unis justifient leurs sanctions comme une réponse à la corruption. Pouvez-vous partager des informations sur cette justification et expliquer pourquoi elle est erronée? Tell us something about the justification and why this justification is just stupid. And I'll just like to clarify something before we move on. J'aimerais clarifier quelque chose avant de continuer. Les sanctions ont été imposées à Ian Smith, qui était un ancien colonisateur, ou ce que nous pourrions appeler un colon illégal. En 1960, la déclaration de 1514 stipulait que les anciennes colonies ou les peuples non autonomes devaient se voir accorder l'indépendance. Ils devraient également se voir accorder leurs droits humains. Le pouvoir gouvernant ou le colonisateur devrait fournir à ces personnes une éducation et des soins de santé. Ils devraient également veiller à ce qu'ils aient accès à des installations de base et à des droits humains, qui leur étaient auparavant refusés en raison du colonialisme. Le colonisateur devrait également commencer à prendre des mesures pour libérer ces personnes et les rendre autonomes. En 1965, Ian Smith a unilatéralement déclaré l'indépendance. Cela s'est produit 5 ans après la mise en place d'une résolution pour la décolonisation. Cependant, ils ont décidé de déclarer l'indépendance sans accorder aux personnes noires leur droit de vote. Les Nations Unies ont considéré cela comme un crime contre l'humanité. Ils ont identifié les actions du gouvernement rhodésien, qui comprenaient le refus du droit de vote aux personnes noires et l'accès aux services de base, comme une continuation de la loi de découverte de 1454 ou de la doctrine de la découverte, qui est une forme de colonialisme. Les Nations Unies, ainsi que les nations africaines et asiatiques récemment indépendantes, ont poussé cette question à travers l'Assemblée générale. Ils l'ont déclarée illégale et ont appelé à des sanctions contre la Rhodésie. General Assembly as something that was illegal, and they called for sanctions on Rhodesia. Now, Rhodesia had the opportunity to go to the International Court of Justice and to appeal this. Le Rhodésia avait la possibilité de faire appel à la Cour internationale de justice s'il estimait que la situation était injuste. Ils auraient également pu faire appel au Conseil de sécurité, qui avait le dernier mot sur l'application des sanctions. Le Conseil de sécurité a choisi d'appliquer les sanctions. Les Rhodésiens n'ont pas contesté cela devant la Cour internationale de justice, donc les sanctions sont restées en place. Nous pensons que c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient tort. Cependant, nous avons également découvert que pendant que l'ONU imposait des sanctions aux Rhodésiens, les Américains, les Britanniques, les Australiens et le même groupe de la conférence de Berlin aidaient le Rhodésia à contourner les sanctions. Au lieu d'une sanction complète de la part des nations de l'ONU, qui aurait consisté à lui refuser du carburant, de la technologie et des machines, ils recevaient en réalité des machines, en particulier des machines de guerre. L'Occident leur fournissait des armes, et le département de la défense des États-Unis finançait 13 000 mercenaires européens,
Américains et Israéliens pour combattre au Zimbabwe contre l'indépendance des Noirs. Ils voulaient maintenir la suprématie blanche. Nous pensons donc que lorsque les pays occidentaux ont accepté d'imposer des sanctions au Rhodésia, ils n'imposaient pas vraiment des sanctions au Rhodésia. Au lieu de cela, ils mettaient en œuvre ce que j'appelle le plan Morgenthau. Le plan qu'ils avaient pour l'Allemagne, qui consistait à industrialiser l'Allemagne, à la déindustrialiser et à en faire une société agraire, c'est ce qu'ils faisaient au Zimbabwe. To deindustrialize Germany and to make it an agrarian society was what they were doing to Zimbabwe. So they were literally putting sanctions on Rhodesia. Donc, ils imposaient des sanctions à la Rhodésie dans le but de détruire son industrie. Cela était fait afin que lorsque le Zimbabwe obtiendrait son indépendance, il hériterait d'un pays dépourvu d'industrie et d'une société agraire endettée envers la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods. C'était similaire à ce qu'ils avaient l'intention de faire à l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Nous avons réalisé qu'ils soutenaient les suprémacistes blancs pour prolonger la guerre. S'ils n'avaient pas soutenu les suprémacistes blancs et avaient permis aux sanctions de l'ONU de fonctionner comme prévu, notre guerre n'aurait pas duré aussi longtemps. Les vies qui ont été perdues auraient pu être sauvées et nous aurions pu obtenir notre indépendance plus tôt. Cependant, l'Occident ne voulait pas que nous obtenions notre indépendance car nous aurions hérité d'un pays industrialisé. Cela nous aurait permis de nous développer et d'utiliser nos facteurs de production pour améliorer la position de notre pays. Ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Nous avons hérité d'un pays dévasté et déindustrialisé par les sanctions. Par exemple, nous avions une raffinerie de pétrole appelée Ferrouka. Cette raffinerie était financée par les Iraniens avant qu'ils ne deviennent anti-américains. Cependant, lorsque nous avons hérité du pays, Ferrouka était hors service car les machines étaient en mauvais état en raison des sanctions. Nous avions également une centrale électrique qui devait être développée, appelée Vange. Vange n'a pas pu se développer à partir de 1975 en raison des sanctions. Ces sanctions ont eu un impact sur l'avenir du pays en émergence. Nous pensions que nous serions déindustrialisés. Cependant, même après avoir obtenu notre indépendance, les nations occidentales se sont approchées du gouvernement de l'apartheid en Afrique du Sud. Elles leur ont demandé de déstabiliser le Zimbabwe. Elles voulaient qu'ils bombardent notre pipeline de carburant et notre chemin de fer vers le port, car le Zimbabwe est un pays enclavé. Elles ont également demandé au gouvernement de l'apartheid d'envahir militairement le Zimbabwe. Non seulement ils ont envahi le Zimbabwe, mais ils ont également envahi d'autres pays de la région de l'Afrique australe. Cela incluait le Zimbabwe, qui était industriellement fort, et l'Angola, qui était riche en pétrole. Ils ne voulaient pas qu'un pays riche en pétrole et industrialisé comme le Zimbabwe s'unisse et forme une entité puissante. Cette entité pourrait potentiellement défier l'Afrique du Sud de l'apartheid et devenir indépendante du système sud-africain de l'apartheid. Cette indépendance pourrait isoler l'Afrique du Sud et conduire à la destruction de l'apartheid. Tout comme ils l'ont fait en Rhodésie, les Américains, les Européens, les Israéliens et les Australiens ont continué à soutenir le gouvernement de l'apartheid. Ils ont maintenu la suprématie blanche en vie en Afrique du Sud et ont maintenu l'apartheid en déstabilisant les pays voisins. Ainsi, lorsque le Zimbabwe a obtenu son indépendance, il était déjà sous sanctions. Nous avons hérité du sous-développement causé par les sanctions de l'ONU. Le gouvernement de l'apartheid nous a déstabilisés en imposant ses propres sanctions avec le soutien de l'Occident. Après avoir obtenu l'indépendance, nous sommes entrés en guerre au Mozambique, déployant 14 000 soldats contre un proxy de l'apartheid financé par la CIA et le gouvernement mozambicain de l'apartheid. De plus, nous avons fait face à une déstabilisation interne avec la formation d'une institution appelée Super ZAPU. Ce groupe avait pour objectif de déstabiliser le Zimbabwe et de renverser le gouvernement. En même temps, nous étions impliqués dans une guerre avec Cuba, l'Angola, le MK et la Namibie en Angola. Cela a entraîné la déstabilisation totale de la région de l'Afrique australe. Les pays nouvellement indépendants étaient déstabilisés et attaqués par le gouvernement de l'apartheid. Nous avons calculé que nous avons perdu plus de 100 milliards de dollars pendant cette période, un chiffre qui serait bien supérieur à 250 milliards de dollars en termes d'aujourd'hui. Nous avons également perdu 600 000 vies dans la lutte pour l'indépendance de l'Afrique australe et la destruction de l'apartheid. Cependant,
Ces événements ont eu un impact significatif sur les pays impliqués. Lorsque le Zimbabwe a terminé sa lutte de 10 ans contre l'apartheid, a obtenu son indépendance, a enduré 13 ans de sanctions de l'ONU et a combattu le gouvernement sud-africain pendant 12 ans, c'était en 1990 et nous étions financièrement épuisés. Le pays était complètement en faillite. Bien que nous soyons indépendants et que nous ayons réussi à lutter contre l'apartheid, d'ici 1990, nous manquions de fonds pour construire des écoles ou développer notre pays. Ce pays avait été ravagé par le colonialisme, 17 ans de guerre et 13 ans de sanctions de l'ONU. Nous avions besoin de reconstruire et pour cela, nous avions besoin d'emprunter de l'argent. Nous avons dû emprunter auprès des institutions de Bretton Woods. Nous nous sommes donc tournés vers le FMI et la Banque mondiale, et ils nous ont proposé le programme d'ajustement structurel. Il est de notoriété publique que les programmes d'ajustement structurel, créés par Bretton Woods, n'étaient pas conçus pour renforcer les pays du tiers-monde. Au contraire, ils étaient destinés à maintenir ces pays sous le contrôle des institutions financières de Bretton Woods. Ils visaient à déindustrialiser davantage ces pays en leur demandant d'ouvrir leurs marchés financiers, permettant ainsi aux capitaux de s'échapper. Ils demandaient également à ces pays d'ouvrir leurs marchés aux produits de l'Occident et de l'Orient, ce qui entraînait la déindustrialisation de leurs petites usines peu compétitives. Cette situation nous a entraînés dans une dette, un piège de la dette courant auquel de nombreux pays africains sont confrontés. Ensuite, le FMI commence à contrôler leur pays en dictant les politiques qu'ils doivent suivre pour adhérer au programme d'ajustement structurel. Donc, en 1998, lorsque nous avons commencé à récupérer des terres, nous étions déjà sous le contrôle de l'institution de Bretton Woods. Au moment où nous avons tenté de nous autodéterminer en récupérant nos terres, ou plutôt en reprenant possession de nos terres qui avaient été prises pendant le colonialisme et la doctrine de la découverte, nous avons été punis par les institutions de Bretton Woods. Elles ont cessé de nous fournir un soutien en matière de balance des paiements et ont arrêté de nous accorder des prêts pour développer notre infrastructure et reconstruire après la guerre. Cela coïncidait avec 2001, lorsque les États-Unis ont imposé leurs premières sanctions par le biais du Congrès. Ces sanctions étaient destinées à punir le Zimbabwe pour son implication au Congo et pour la récupération de ses terres. La question du Congo est importante car le Congo est le pays le plus riche du monde en termes de minéraux. Les États-Unis ont maintenu leur contrôle sur le Congo depuis son indépendance. Ils ont même assassiné Patrice Lumumba pour contrôler les ressources du Congo. En 1998, Mobutu Sese Seko, qui était un pion des Américains, a été remplacé. Il était devenu une charge pour l'Occident. Cependant, ils ont également donné des instructions selon lesquelles tout gouvernement établi par Laurent Kabila doit servir les intérêts de l'Occident, tout comme le gouvernement de Mobutu Sese Seko. Cependant, le problème était que Laurent Kabila aimait vraiment son pays. Il croyait que les ressources du pays devaient profiter au peuple congolais. Il ne voulait pas que le Congo soit une source d'uranium pour les États-Unis ou un lieu où d'autres pays puissent extraire du cobalt, du coltan et d'autres ressources sans aucun avantage pour le peuple congolais. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Kagame voulait qu'il intègre certains de ses hommes dans le gouvernement congolais. Mussolini voulait également que Kabila intègre certains Ougandais dans son administration. C'était pour que ces proxys occidentaux puissent continuer à influencer les politiques internes du Congo. Mais Laurent Kabila a refusé. Dès qu'il l'a fait, les Ougandais et les Rwandais ont lancé une attaque contre le Congo dans le but de renverser Kabila du pouvoir à Kinshasa. Laurent Kabila était membre de la SADC, dirigée à l'époque par Robert Mugabe. Il s'est tourné vers la SADC pour demander de l'aide. L'organe de la SADC est un accord de défense commun. Il stipule que si un pays de la SADC est envahi, tous les pays de la SADC s'uniront pour défendre ce pays. Ainsi, Laurent Kabila a immédiatement fait appel à la SADC pour aider le Congo à résister à l'invasion des Rwandais et des Ougandais. Robert Mugabe, l'Angola et la Namibie ont rapidement accepté d'envoyer leurs troupes pour défendre le Congo et empêcher le renversement de Kabila.
And in the background, the United Nations, under the influence of the Americans, had Les Nations Unies, influencées par les Américains, avaient déjà rédigé une proposition visant à diviser le Congo en 5 États distincts. La raison invoquée était que le Congo était trop grand pour être un seul pays et trop vaste pour se gouverner lui-même. Par conséquent, il devait être divisé en 5 États, ce qui aurait été plus facile à exploiter sous l'influence des acteurs régionaux de la région des Grands Lacs. L'Ouganda contrôlerait une zone, le Rwanda une autre, et les mandataires créés par ces deux pays nommeraient ensuite des dirigeants pour les 3 unités restantes. Cependant, l'Afrique aspire à l'unité. Nous pensons que la conférence de Berlin nous a divisés en petits États insoutenables. Un conflit a éclaté lorsque Robert Mugabe a insisté pour que le Congo reste unifié. En déployant leurs soldats et en stoppant le plan de division du Congo en 5 États distincts, et en empêchant le renversement de Laurent Kabila, Mugabe est automatiquement devenu un ennemi de l'Occident. Il entravait une stratégie de politique étrangère occidentale visant à diviser davantage l'Afrique. Finalement, Kabila n'a pas été renversé et le Congo n'a pas été divisé en 5. En raison de cela, et parce que le Zimbabwe est soumis au programme d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, l'envoi de leur armée au Congo a été considéré comme une violation du programme d'ajustement structurel. Le Zimbabwe a été immédiatement exclu des institutions de prêt multilatérales et s'est vu refuser tout soutien, y compris un soutien au paiement. Rappelez-vous, le Zimbabwe n'a cherché ses ressources que parce que nous n'avons jamais reçu de réparation après notre lutte pour l'indépendance. Si nous avions reçu des réparations, il n'y aurait eu aucun besoin de solliciter des prêts du FMI ou de la Banque mondiale. Si nous n'avions pas été déstabilisés par le gouvernement sud-africain de l'apartheid, si nous n'avions pas été contraints d'hériter de la dette coloniale de la Rhodésie en 1980 lorsque nous avons obtenu notre indépendance, et si nous n'avions pas été obligés de racheter nos terres en espèces, le Zimbabwe n'aurait pas eu besoin d'emprunter de l'argent auprès des institutions de prêt multilatérales. Donc, si vous considérez ce que je dis, il s'agissait d'une situation d'endettement délibérément créée. Cette situation découle du colonialisme, des sanctions, de la déstabilisation du Zimbabwe par le gouvernement sud-africain de l'apartheid, et nous a poussé à commencer à emprunter de l'argent auprès des institutions de Bretton Woods. C'est pourquoi ils ne nous ont pas accordé de réparation après notre victoire à la guerre. Je crois que c'est une continuation du néocolonialisme. La boîte à outils NE-colonial est utilisée pour réprimer les pays africains en ne leur accordant pas de réparation. Pourtant, lorsqu'Israël ou les Juifs ont été opprimés pendant seulement 5 ans par les Allemands, ils ont reçu des réparations s'élevant à 140 milliards de dollars à ce jour. Cependant, les pays africains qui ont souffert de la doctrine du colonialisme ou de la doctrine de la découverte de 1454 à aujourd'hui n'ont jamais reçu un centime de réparation. Cela contredit le précédent établi pour l'Europe, l'Amérique, les Juifs et même l'Asie. Tout le monde a reçu des réparations de la Seconde Guerre mondiale, y compris les conséquences des occupations japonaises et allemandes. Donc, je pense que les sanctions ont commencé lorsque le colonialisme a débuté au Zimbabwe. Ces sanctions ont été intensifiées par les sanctions de l'ONU contre le Zimbabwe. Elles ont été encore exacerbées lorsque nous avons été forcés de prendre en charge la dette coloniale au début de notre indépendance. La situation a été aggravée par le gouvernement de l'apartheid sud-africain, qui était une marionnette de l'Occident et qui a été utilisé pour déindustrialiser, attaquer et déstabiliser le Zimbabwe et le reste de la SADC. Ensuite, les programmes d'ajustement structurel du FMI sont devenus une autre forme de sanction. Enfin, nous arrivons à l'ensemble actuel de sanctions imposées par les États-Unis. Maintenant, ils prétendent que les sanctions sont dues à la corruption et aux violations des droits de l'homme. Cependant, si l'on regarde le premier ensemble de sanctions, les sanctions Z-Data de 2001 provenant d'un document appelé S494, il est clair que les raisons des sanctions étaient l'implication du Zimbabwe au Congo et la perturbation du plan occidental de morceler le Congo en plusieurs parties, ou de balkaniser le Congo. La deuxième raison était la réforme agraire, qui impliquait de prendre des terres aux colons. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi l'Occident a puni le Zimbabwe pour cela. L'Occident a puni le Zimbabwe pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, beaucoup de gens ne réalisent pas que les États-Unis d'Amérique sont eux-mêmes une colonie. America is a colony. Many people fail to realize that. It is a colony colonized by Anglo-Saxons, the British and the Germans in particular. Les États-Unis ont été colonisés par des anglo-saxons, en particulier les Britanniques et les Allemands, ainsi que par d'autres nationalités européennes. Ces colonisateurs sont arrivés aux États-Unis, ont tué les Amérindiens et ont pris possession de leurs terres. Aujourd'hui, nous considérons les États-Unis comme un pays démocratique. Cependant, la réalité est que les États-Unis contredisent l'agenda de décolonisation de 1960 des Nations Unies. Le pays est occupé par des Européens et les Amérindiens n'ont toujours aucun droit. Ils n'ont pas accès à leurs terres ni à l'autodétermination. Ils vivent dans des réserves au sein de leur propre pays et beaucoup luttent contre l'alcoolisme. Les États-Unis continuent de défendre le droit colonial de contrôler les terres et les biens qui ont été pris par la force pendant l'époque coloniale. La doctrine de la découverte, ou la loi de la découverte, que j'ai mentionnée précédemment en 1454, est toujours reconnue en Amérique et dans ses tribunaux aujourd'hui. Cette doctrine était un décret papal. Des pays comme l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Argentine et plusieurs autres existent sur la même prémisse. Si l'Amérique permettait au Zimbabwe de récupérer des terres et de les restituer aux autochtones après la décolonisation, cela validerait le fait que les droits fonciers coloniaux sont illégaux. C'est parce que les autochtones étaient les propriétaires originaux de leurs terres et de leurs biens. Cependant, la doctrine de la découverte considère les autochtones comme des non-entités. But the doctrine of discovery says that natives are non-entities. They're not human. So therefore, land occupied by natives is terra nullius. There are no people there. Ils ne sont pas humains. Par conséquent, les terres habitées par les autochtones sont considérées comme terra nullius, comme s'il n'y avait personne qui y vive. Une nation européenne peut alors revendiquer ces terres au nom du christianisme. Après avoir revendiqué les terres, ils établissent des systèmes européens de civilisation et de construction. Ce n'est qu'à ce moment-là que les terres sont considérées comme découvertes et que les droits de propriété commencent à émerger. Ce concept est remis en question par ce que le Zimbabwe a fait. Le Zimbabwe affirme que les autochtones avaient des droits de propriété. Les terres appartenaient aux autochtones. Par conséquent, ils ont le droit de récupérer ce que les autochtones ont perdu car cela leur appartenait initialement. Cela contredit la loi et la doctrine de la découverte. C'est le conflit qui se déroule actuellement au Zimbabwe, un affrontement entre deux systèmes. Un système reconnaît les nations comme les propriétaires légitimes et originaux des terres avant le colonialisme. L'autre, la doctrine de la découverte, croit que seuls les Européens ont des droits de propriété, et ces droits ne commencent qu'avec le colonialisme. C'est la lutte qui se déroule actuellement autour des terres du Zimbabwe. Le Zimbabwe est pénalisé pour cela. La situation en République démocratique du Congo est similaire. Le gouvernement congolais a invité le Zimbabwe à l'aider à protéger sa souveraineté et ses ressources contre le pillage des envahisseurs. Cela donne aux Congolais le droit de décider qui peut entrer dans le pays et de demander aux pays voisins de les aider à protéger leurs droits de propriété. Into their country and their right to ask neighbors to assist them to protect their property rights. The Americans did not want the Congolese to do that because according to the Americans, property rights are what the colonizers... Les Américains ne voulaient pas que les Congolais agissent d'une certaine manière. Cela était dû au fait que, selon les Américains, les droits de propriété étaient déterminés par le colonisateur ou la conférence de Berlin. Ce désaccord a conduit à l'imposition de sanctions. Le fait que le Zimbabwe était sanctionné pour avoir récupéré ses terres, perdues et volées pendant la période coloniale, n'était plus une raison valable pour l'Occident de justifier les sanctions. C'était également vrai pour les sanctions imposées au Zimbabwe pour avoir aidé le Congo à défendre sa propriété contre les envahisseurs. Par conséquent, l'Occident a dû changer ses raisons de sanctionner le Zimbabwe. Ils ont commencé à se concentrer davantage sur les allégations selon lesquelles le gouvernement du Zimbabwe violait les droits de l'homme et était corrompu. Une question qui s'est posée lorsque nous avons pris conscience de l'illégalité de ces sanctions était la suivante. Comment les Américains, qui n'ont pas l'autorité juridictionnelle pour agir en tant que tribunal, juge ou jury, peuvent-ils punir un autre pays pour corruption sans procès? Comment peuvent-ils punir un autre pays ou son peuple pour des violations des droits de l'homme alors qu'ils n'ont ni l'autorité ni la juridiction?
et qu'ils n'ont pas mené de procès pour déterminer si ces personnes ont effectivement violé les droits de l'homme, comment peuvent-ils juger des personnes sans loi existante, sans tribunal ayant juridiction et sans une peine conforme à un code de loi existant? Nous avons commencé à dénoncer le fait que ce qu'ils faisaient était injuste. Nous nous sommes adressés à notre gouvernement et avons suggéré qu'il était temps de faire intervenir les Nations Unies. Nous avons argumenté que si les sanctions étaient imposées uniquement par les États-Unis, elles étaient unilatérales et donc illégales. Cependant, nous ne pouvions pas juger cela nous-mêmes. Nous avions besoin de nous référer à l'institution multilatérale établie par les Américains et l'Occident. Nous voulions qu'ils se prononcent sur la légalité des sanctions. Nous étions la première organisation de la société civile au Zimbabwe à déposer une plainte auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous avons dénoncé les violations des droits de l'homme et les sanctions collectives infligées aux civils au Zimbabwe. Nous avons demandé aux Nations Unies de mener une évaluation de l'impact de ces sanctions au Zimbabwe. Suivant notre exemple, notre gouvernement a formulé une demande similaire. Finalement, l'ONU est venue au Zimbabwe, a évalué la situation et a déclaré les sanctions illégales. Ils ont affirmé que ces sanctions constituaient une violation des droits de l'homme. Je pense que l'ONU minimisait le problème. La réalité est que lorsque les civils sont privés de nourriture, de soins de santé, d'éducation et d'eau, ils sont persécutés. Cette persécution, par définition, est un crime contre l'humanité. Étant donné le nombre de décès au Zimbabwe dû au manque de nourriture et de soins de santé, nous pensons que la situation relève du génocide. Des mesures ont été prises qui ont entraîné la mort d'une partie de notre population à des fins politiques. Il s'agit non seulement d'un crime contre l'humanité, mais aussi d'un acte de génocide. And I would just like to remind everybody here that we are talking about a country that Je voudrais rappeler à tous ici que nous discutons d'un pays qui a occupé l'Afghanistan pendant 2 décennies. Au moment où ils se sont retirés, ils ont imposé les sanctions les plus sévères à ce pays. Alors qu'ils prônent haut et fort les droits à l'éducation des filles, ils privent ces mêmes filles de nourriture. Ils essaient même de bloquer l'acheminement de biens humanitaires, sans parler de la nourriture, vers l'Afghanistan. Cette stratégie de sanctions unilatérales, visant à pénaliser des nations entières et à les exclure de l'économie mondiale, est significative. Rutendo, je crois toujours que la seule chose que les Américains et les Anglo-Saxons n'ont jamais pardonné au continent africain est son refus de se rendre et de se dépeupler comme l'ont fait l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie. Je pense toujours qu'ils veulent punir l'Afrique pour cela. Il vous suffit de visiter l'Europe et d'écouter comment les Européens parlent de l'immigration en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique. Ils parlent comme s'il était remplacé. Je leur rappelle toujours que les seuls à avoir jamais remplacé d'autres continents sont les Européens. Nous avons complètement vidé 3 continents et éradiqué complètement leur population. Seuls l'Afrique et l'Asie ont réussi à résister à cette offensive occidentale. Bien que l'Asie et l'Europe soient en réalité une seule entité. Alors Rutendo, pourriez-vous me parler de l'impact actuel de ces sanctions sur le Zimbabwe? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je tiens à rappeler aux Européens que ce qui se passe en Afrique n'est pas exclusif à l'Afrique. Des événements similaires se sont également produits en Europe. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, a été déclenchée par des sanctions imposées à l'Allemagne. Ces sanctions, qui étaient des réparations extrêmement punitives suite à la Première Guerre mondiale, ont laissé l'Allemagne affamée. L'Allemagne se battait pour son droit de contrôler son propre système financier. De nombreux Européens ne comprennent pas que l'Allemagne a été poussée à entrer dans la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle était privée de nourriture et de la possibilité de vendre son équipement industriel. Ce manque de ressources a laissé à l'Allemagne aucune autre option que de partir en guerre. Ils ont envahi des pays comme les Pays-Bas et l'Autriche pour avoir accès à la nourriture. Ils ont fait la même chose à l'Allemagne. Cela a certainement facilité la prise de pouvoir par Hitler. Hitler a ensuite lié tout cela à des politiques injustifiables par tous les moyens. Cependant, cela a réellement renforcé ces personnes. Alors, qu'est-ce que cela fait au Zimbabwe maintenant? So what is doing to Zimbabwe is so far right now we've got a cancellation of international banking. En ce moment, le Zimbabwe fait face à l'annulation des systèmes bancaires internationaux. Nos relations bancaires correspondantes, qui nous permettent de faire du commerce à l'échelle internationale, ont été annulées. Cela signifie que nous ne pouvons pas faire affaire avec d'autres pays. Par exemple, nous ne pouvons pas faire affaire avec les banques allemandes.
Deutsche Bank a annulé sa relation bancaire correspondante en 2001 en raison de la menace du cours tarifaire d'actions financières. Ce cours menaçait de mettre le système financier zimbabwéen sur liste noire. Le Zimbabwe fait face à des sanctions de deux fronts. Le premier ensemble de sanctions provient de l'Europe et des États-Unis. Ces sanctions directes, en particulier celles des États-Unis, empêchent quiconque de transférer des paiements vers le Zimbabwe, de traiter des paiements pour le Zimbabwe ou d'accorder des prêts au Zimbabwe. Elles interdisent également aux citoyens américains et aux citoyens d'autres nations qui souhaitent faire des affaires aux États-Unis de le faire. Cela internationalise les sanctions américaines grâce à ce que nous appelons des sanctions secondaires et une surconformité. Celles-ci sont imposées aux nations et aux entreprises tierces qui souhaitent faire des affaires aux États-Unis. Les États-Unis ont également impliqué le groupe d'action financière, qui traite du blanchiment d'argent, de la prolifération des armes de destruction massive et du financement du terrorisme. Ils ont utilisé cette institution pour s'assurer que lorsque l'Amérique impose des sanctions à une nation, il qualifie ces pays de terroristes ou de menaces pour le système financier mondial. Cela constitue une violation des réglementations du groupe d'action financière. Ces réglementations stipulent qu'un pays ne peut être qualifié de blanchisseur d'argent, de financier du terrorisme ou de proliférateur d'armes de destruction massive que s'il a été désigné comme tel par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, les pays sont maintenant isolés par le groupe d'action financière non seulement en fonction de ce que disent les Nations Unies, mais aussi parce que les Américains ont imposé des sanctions à leur encontre. Ce sont les deux types de sanctions auxquelles nous sommes confrontés. Notre système bancaire a été coupé du système bancaire international. Lorsque cela se produit, les pays sont contraints d'utiliser des canaux alternatifs s'ils sont exclus du système bancaire financier légitime. Dès qu'ils utilisent des canaux alternatifs, des prêteurs de troisième rang ou des tiers pour transférer des fonds et payer des biens et des services, ils sont considérés comme des blanchisseurs d'argent selon les réglementations en matière de blanchiment d'argent qui ont été établies. Then that is considered as money laundering by the money laundering regulations that have been created. Nous sommes actuellement en train de lutter contre une attaque à deux volets. Un des défis auxquels les Zimbabwéens font face est l'incapacité d'importer des médicaments et des machines. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous connaissons des coupures de courant en Afrique du Sud. Cependant, au Zimbabwe, nous faisons face à des coupures de courant depuis le début des sanctions. Cela est dû au fait que les centrales électriques que nous utilisons au Zimbabwe ont été construites par General Electric. Lorsque les Américains ont imposé des sanctions au Zimbabwe, il est devenu difficile pour nous d'obtenir des pièces de rechange et de la technologie de General Electric pour réparer et entretenir nos installations de production d'électricité. Le même problème s'applique à nos chemins de fer. Les wagons de chemin de fer que nous utilisons ont été sourcés auprès de General Electric aux États-Unis. Par conséquent, chaque fois que nous devons entretenir ces wagons de chemin de fer ou les moteurs, nous ne pouvons pas le faire. Cela est dû au fait que nous n'avons pas accès aux pièces car General Electric refuse de nous les vendre, invoquant les sanctions du gouvernement zimbabwéen. Il est important de noter qu'il y a une clause dans les sanctions de l'ordre exécutif. Cette clause stipule qu'aucun pays ou individu ne peut effectuer de paiement, accorder des prêts, une assistance financière, de la technologie, des logiciels, des machines, ou même de l'aide en tant qu'organisation non gouvernementale. Toutes ces actions sont interdites par les ordres exécutifs des États-Unis. Ce que nous disons aux Américains, c'est ceci. Ils prétendent qu'il n'y a pas de sanctions contre le peuple du Zimbabwe. Cependant, nous soutenons que dès lors qu'un gouvernement et ses institutions, qui fournissent des services de base à la population, sont sanctionnés, cela se traduit automatiquement par des sanctions contre le peuple du Zimbabwe, contre les civils. Selon la Convention de Genève, même en temps de guerre, lorsque les nations sont autorisées à se livrer à la guerre, il est toujours illégal d'imposer des sanctions aux industries, aux usines et aux institutions qui produisent des biens et des services de base pour les civils. Les Américains, dans leurs propres sanctions par décret exécutif, ont inclus une clause spécifique qui interdit à quiconque de faire des affaires avec le gouvernement zimbabwéen. Ce sont des sanctions contre le peuple du Zimbabwe, les civils, et cela équivaut à une punition collective. L'année dernière, le rapporteur spécial des Nations Unies a rédigé 2 rapports. Un rapport porté sur les sanctions au Zimbabwe, désigné sous le nom de A5153 Act 1.
Ce document traite de l'illégalité des sanctions contre le Zimbabwe et de leur impact. L'autre rapport portait sur les sanctions secondaires et la surconformité. Il indiquait que chaque fois qu'une nation tierce ou des entreprises n'importe où dans le monde mettent en œuvre des sanctions américaines ou refusent de faire des affaires avec un pays ou son peuple par crainte de sanctions des États-Unis, cela est considéré comme illégal. Based on the fear of penalties from the United States, that is illegal. Overcompliance is illegal. La surconformité est illégale. Les sanctions secondaires imposées par des tiers, des nations et leurs entreprises sont également illégales. Le rapporteur spécial a déclaré que chaque nation doit faire un effort pour établir des lois dans son propre pays. Ces lois devraient interdire à leurs entreprises d'imposer des sanctions à des tiers. Considérons la situation où les paiements ne peuvent pas être effectués. Nous ne pouvons pas payer les médicaments. Les paiements vers l'Amérique, l'Allemagne et l'Australie sont bloqués dans le système américain et l'argent est confisqué. Par conséquent, nous ne pouvons pas acheter de produits chimiques, de matières premières industrielles, de pièces de machines ou de céréales. Nous ne pouvons rien acheter, y compris des réactifs et des produits chimiques. Cette situation a un impact sur notre industrie et nos hôpitaux. Actuellement, les hôpitaux fonctionnent avec seulement 38% des médicaments essentiels dont ils ont besoin. Cela entrave également notre capacité à établir des industries. Sans industrie, nous ne pouvons pas percevoir d'impôts. Si nous ne pouvons pas percevoir d'impôts, notre gouvernement ne peut pas rémunérer nos infirmières et nos médecins de manière adéquate. Nous avons un taux de vacances de 68% pour les infirmières et les sages-femmes. En conséquence, le Zimbabwe connaît une augmentation du nombre de femmes qui meurent en couche. Chaque année au Zimbabwe, 690 femmes sur 100 000 décèdent en donnant naissance. Ce chiffre a augmenté par rapport à une précédente estimation de 300. L'Afrique s'est fixé pour objectif de réduire le nombre de femmes qui meurent en couche à moins de 70 pour 100 000 naissances d'ici 2030. Mais regardez, le Zimbabwe est à 600 à cause des sanctions. Notre capacité à construire de nouveaux hôpitaux a été considérablement réduite. Le budget de la santé, qui aurait été 3 fois plus important maintenant, a été réduit de 10% du PIB à 7% des dépenses. C'est bien inférieur à la norme fixée par l'UA pour l'Afrique d'ici 2030. Cela est loin des objectifs de développement durable des Nations Unies. Ces problèmes sont le résultat des sanctions. Le nombre d'élèves qui quittent l'école et le nombre d'enfants malnutris et affamés ont augmenté en raison de ces sanctions. Elles ont eu un impact significatif. C'est pourquoi nous poursuivons actuellement les banques sud-africaines devant les tribunaux sud-africains. L'Afrique du Sud est notre principal partenaire commercial. Nous demandons aux tribunaux de rendre une ordonnance déclaratoire rendant illégal pour les banques sud-africaines de se conformer excessivement aux sanctions. Lorsqu'elles se conforment excessivement à ces sanctions, elles mettent en œuvre des sanctions légales, tout d'abord. Deuxièmement, elles refusent des services et discriminent les Zimbabwéens en leur refusant des services bancaires sans procès dans le cadre de la mise en œuvre de sanctions illégales. Cela va à l'encontre de la Constitution sud-africaine, du droit des droits de l'homme et du droit international car il s'agit d'une punition sans procès. Cela ne devrait pas se produire.